Chère Micheline Rouland, nous allons commencer comme tu l'as souhaité lorsque nous avons préparé cet entretien, par le souci que tu as eu de rassurer ceux qui vont nous entendre. Et je trouve que c'est une merveilleuse entrée en matière, puisque ce souci de l'autre est bien quelque chose qui te caractérise. Alors je te laisse expliquer pourquoi tu as eu ce souci. Bien, ce souci provient essentiellement du fait que quand on m'entend parler, on a l'impression que je suis en phase terminale d'une maladie respiratoire et que pas mal de gens imaginent que ça me fait du mal de causer. En fait, ça ne me fait pas mal du tout. Je n'ai pas de voix parce que je n'ai plus de corde vocale. Et je n'ai plus de corde vocale suite à un accident de voiture qui s'est terminé par une trachéotomie qui s'est compliquée. Donc comme tu me l'as dit, ils ne doivent pas s'inquiéter, tu ne vas Non. pas mourir pendant... Ça n'est pas un souffle expiratoire qui serait lié à de l'emphysème provoqué par ma cigarette. C'est un souffle inspiratoire parce que ma trachée est en entonnoir. Micheline, nous nous connaissons depuis plus de 20 ans, depuis 1985 pour être précis. Et quand je dis nous nous connaissons à cette époque-là, c'est un euphémisme, puisque toi tu me connaissais à peine, je débutais la psychiatrie à cette époque, alors que moi je croyais te connaître fort bien parce qu'il était impossible d'arriver à l'hôpital Bruckmann sans te connaître. Parce que pour tous les post-gradués en formation en psychiatrie à cette époque, tu étais ce qu'on peut appeler un personnage absolument hors du commun et on ne pouvait pas ne pas te connaître. Alors, pour le regard extérieur, en tout cas au début, qui était le mien, il semblait que tu avais divisé l'Institut de psychiatrie de l'hôpital Bruckmann en trois groupes. Il y avait un groupe des inconditionnels de Micheline Rouland, il y avait un groupe des détracteurs de Micheline Rouland, et puis il y avait un troisième groupe qui était loin d'être un groupe de neutres, c'était un groupe de gens qui étaient plutôt divisés intérieurement, puisqu'ils étaient à la fois fascinés et à la fois tout à fait effrayés de ce que tu étais capable de faire à ce moment-là. Et la cause de tout ça n'était pas tant ton discours, qui pourtant recelait tous ces concepts qui commencent par le préfixe anti-psychiatrie, anti-prohibitionnisme, que de ta capacité à transformer tes paroles en actes, c'est-à-dire à avoir des réalisations concrètes de ton propre discours. Et je trouve que cette petite phrase que tu m'as glissée quand on a préparé cet entretien, qui est, je la cite, « On ne peut pas déconstruire sans construire », résume vraiment bien tout ton travail. Et c'est évidemment de ces déconstructions, de ces constructions, et puis peut-être éventuellement de la destruction de ces reconstructions que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Alors on va commencer par cette première question traditionnelle qu'on pose à toutes les personnes que nous avons interviewées jusqu'ici. Au fond, pourquoi la psychiatrie, pour commencer? Ça, c'est une histoire très personnelle. La psychiatrie, parce que mon père avait décidé que je ferais médecine. Il était lui-même architecte et il a toujours regretté de ne pas avoir fait de la médecine. Donc je sais qu'à l'âge de 6 ans, il était dit une fois pour toutes que je ferais médecine et que moi j'avais envie de faire de la psychologie. Et donc j'ai essayé de combiner le désir de mon père à mon propre désir et j'ai fait la psychiatrie. Alors on va commencer par l'histoire au moment où tu arrives à Bruckmann. Donc on est en 1970, 1970. Tu arrives en salle 47. Et alors, que découvres-tu à ce moment-là? 1970, comme tu dis, c'est pas tout à fait neutre comme période. J'arrive donc 2 ans après 68, donc à une époque où l'esprit critique s'est quand même fort exacerbé, où il y a la remise en question d'une série d'évidences, où il y a une critique sociétale, où on est un peu dans un univers où tout est possible, ou du moins tout nous paraît possible. Ce que je découvre en arrivant en salle 47 à Bruckmann, c'est un hôpital, un institut psychiatrique qui est censé être un institut de pointe, puisque nous sommes quand même dans une psychiatrie insérée dans l'hôpital général, ce qui n'était pas courant. Dans un hôpital du CPAS, donc un hôpital considéré à accueillir le tout venant.
et dans un hôpital dirigé par un professeur qui s'appelle Sivadon et de facto dirigé par Jacques Flamand, qui se situent plutôt tous les deux du côté critique psychiatrique. Donc ce que j'espère trouver à Bruckmann, c'est une psychiatrie dynamique, une psychiatrie démocratique, une psychiatrie nouvelle. Et ce que je trouve, c'est une psychiatrie institutionnelle, comme décrite partout ailleurs, entre 20 et 27 patients dans une salle commune, et des pratiques psychiatriques qui sont essentiellement quand même des pratiques pharmacologiques, avec un personnel soignant mi-vieilles infirmières émanant de l'ancien système assez paternaliste, avec quelques nouvelles infirmières formées nouvellement et assez critiques aussi. Mais donc, ce qui, moi, me frappe avant tout, c'est l'horreur de l'enfermement et les troubles liés à l'institutionnalisation, plus que les troubles mentaux des patients. Donc tu considères que, au fond, l'institution ajoute des troubles supplémentaires à la pathologie avec laquelle le patient entre à l'hôpital. Ça, pour moi, à ce moment-là, c'est une évidence. La façon dont on traite les gens, avec tout le paternalisme bon chic, bon genre, on parle de la petite Georgette qu'on infantilise, on parle de la pauvre petite Mia qu'on infantilise tout autant. Nous sommes dans une salle de femmes, là. Est une infantilisation qui me paraît aller à l'encontre d'un besoin d'émancipation de ces personnes. Tout tourne également sur soi dans cette salle. Cette salle est vraiment fermée. Il y a des rares membres de la famille qui viennent dire bonjour aux patients. Mais il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de vie dans cette salle. Il y a un peu de musique, il y a un peu de radio. Mais c'est un endroit où on est coupé de l'extérieur. Et une des premières choses qui me paraît moins évidente, mais c'est moins évident dans le contexte donné des années 70, il ne faut pas oublier que nous avons déjà à ce moment-là un background lié aux expériences de Trieste, un désir d'aller à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, donc également de l'autre malade mental. Ce qui me paraît donc évident dans ce contexte, c'est qu'il faut ouvrir des portes, qu'il faut pousser l'intérieur à aller plus vers l'extérieur. Et donc on libéralise très fort les sorties, jusqu'à laisser sortir en ville des patients maniaques. Et on essaye très fort de mobiliser les gens de l'extérieur intéressés par la psychiatrie à entrer en psychiatrie et à établir des dialogues avec les soi-disant malades mentaux. Quand je dis soi-disant malades mentaux, je n'ai jamais nié l'existence de la maladie mentale. Mais j'ai toujours considéré que être malade mental ne signifiait pas ne pas pouvoir avoir un dialogue constructif avec un quidam venu de l'extérieur. Et ça, on l'a mis en pratique. Est-ce que tu pourrais nous préciser ça, parce que je crois que c'est important pour les gens qui vont nous voir, alors que tu, au fond, tu t'appuies sur des concepts qui sont issus de la psychiatrie sociale, de la psychiatrie communautaire et de l'antipsychiatrie, tu maintiens néanmoins la notion de maladie mentale. Et donc, pour qu'on comprenne bien, au fond, ce que tu vas essayer de traiter, c'est, si tu veux, les conséquences de l'institution sur le dit malade mental. C'est vraiment ça ton angle d'approche ? Non, ce que je vais essayer de traiter, c'est la maladie mentale, en essayant d'empêcher
les effets négatifs de l'institutionnalisation comme facteur aggravant de la maladie. Donc, je pense que dans tout trouble mental, dans toute maladie mentale, il y a un élément personnel qui soit intrapsychique, psychodynamique ou biologique qui intervient. Mais il y a une série de facteurs en plus qui font que la personne est soit moins désadaptée, soit plus désadaptée. Et ce que j'essaie d'introduire modestement, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de facteurs désadaptants et de plus en plus de facteurs adaptants qui s'introduisent. Et pour ça, il faut modifier l'institution. Il ne faut pas la supprimer. Pour ça, il faut commencer par fortement modifier le fonctionnement de l'institution. Mais là aussi, je suis dans l'air du temps. Il faut raccourcir au maximum les hospitalisations de façon à ce que les gens ne deviennent pas institutionnalisés. Il faut essayer d'ouvrir le champ des soins en ambulatoire. Mais nous sommes donc dans la période où tout le monde est bien d'accord qu'il faut créer des services de santé mentale, il faut rendre accessibles les soins ambulatoires et il faut raccourcir un maximum les hospitalisations. C'est dans l'air du temps, mais ça ne se fait pas. Oui, donc tu considères au fond que la véritable thérapie, entre guillemets, du patient doit se faire en ambulatoire. Que le patient doit aller voir son psychiatre ou son psychologue. Je pense que le véritable traitement d'un patient qui souffre de troubles mentaux se fait à l'extérieur de l'institution. Cela n'empêche qu'à certains moments, les gens présentent des états tels que soit ils sont un danger pour eux-mêmes, soit ils sont un danger pour les autres. Soit leur maintien à domicile ou dans leur famille ou à l'extérieur va à tel point perturber leur rapport avec leurs proches que ces perturbations risquent d'aggraver la situation d'adaptation de la personne. Donc je ne suis pas a priori, en toutes circonstances, contre une hospitalisation. Je pense simplement qu'il ne faut pas imaginer que c'est à l'intérieur d'un hôpital ou d'une institution qu'on va normaliser quelqu'un. Oui, j'ai lu quelque part que tu avais écrit qu'il fallait lutter contre le narcissisme thérapeutique. C'est ça que... Oui, mais celui-là, il faut autre aussi chose lutter contre l'ambulatoire. Ah oui, il existe aussi en ambulatoire. Il existe un peu partout. Les durées d'hospitalisation à cette époque-là, elles étaient fort longues. Non, elles étaient longues. Les durées je n'oserais pas citer des moyennes de durée d'hospitalisation. Mais je dirais qu'il y avait un minimum d'un mois, 6 semaines, et un maximum d'un an, 2 ans. 2 ans. Et je dirais que les durées étaient longues et pas uniquement pour des mauvaises raisons. Parce que pas mal de personnes s'étaient effectivement chronifiées au fil du temps et nous essayions un maximum de les garder plutôt à Bruckmann que de les envoyer dans un asile de province. Parce que tout compte fait, ils étaient peut-être encore mieux à Bruckmann, dans notre narcissisme. Et alors, une question évidemment importante pour moi, c'est l'autorité dont tu pouvais jouir à ce moment-là pour réaliser cette idée. Et qu'est-ce qu'il en était à l'époque? Tu étais jeune PG, tu débarquais? J'étais jeune PG, je n'avais aucune autorité. J'étais soutenu par quelques infirmières dynamiques de la salle. Et je dirais soutenu de loin, parce qu'il n'est jamais vraiment intervenu, mais soutenu de loin par Jacques Flamand. Donc, quelque part, je sentais la confiance qu'il avait en moi et le fait que, j'oserais pas dire qu'il était en accord avec ce que je faisais, mais il était manifestement pas en désaccord. Oui, c'était plutôt quelqu'un de ce que j'appelais le troisième groupe, c'est-à-dire en fait qui
qui comptait sur toi pour réaliser des choses que lui-même n'osait peut-être pas faire. Oui. Je ne sais pas si on peut le situer dans le troisième groupe. Je pense qu'il était plus en accord qu'il n'osait le dire. Oui. Oui. Et alors, autre question pour nous replonger dans cette époque, c'était quelles étaient les réactions de tes collègues psychiatres, des infirmiers, des autres services? Enfin, comment est-ce que et les gens du service et les autres professionnels ont réagi à ces modifications, à cette ouverture que tu as déclenchée? On ne peut pas dire que tout le monde voyait tout ça d'un bon œil, hein, ça c'est évident. Laisser sortir des maniaques en ville. Il n'y a pas eu de réaction univoque. Il y avait d'abord l'ensemble de ceux qui étaient complètement ébahis et pas vraiment fort en accord, et qui étaient ce que j'appelle les réactions administratives. Donc on essayait de mettre des bâtons dans les roues en s'appuyant sur les problèmes avec l'assurance, l'hygiène à l'hôpital et ainsi de suite. Il y avait dans les autres salles quelques infirmiers qui voyaient ça d'un bon œil, beaucoup d'infirmiers et de psychiatres qui devaient considérer que j'avais un grain et que ceux qui me suivaient étaient tout aussi amochés que moi, dirais-je. Mais Amoché. bon, ils n'avaient pas le pouvoir de m'arrêter. Voilà. Puisque la seule personne qui avait le pouvoir de m'arrêter était Jacques Flamand, qui Voilà. m'a jamais arrêté. Donc ça me semble essentiel de montrer que le soutien ferme d'un chef de service peut produire du changement. Que seul on n'y arriverait pas. Il faut être entouré, il faut être soutenu. Il faut être soutenu, même si on n'est pas soutenu directement dans la mise en place des choses. Il faut savoir que derrière soi, il y a une hiérarchie qui est d'accord. Et ça, pendant tout le temps où j'ai travaillé avec Flamand à Bruckmann, ça je le savais, je le sentais. Et donc cette psychiatrie, au fond, à porte ouverte, hein, qui permet aux patients de sortir, de franchir la porte vers le dehors, je crois que tu les gardes quand même aussi par contrat. Hein, ils ne sortent pas comme ils veulent, enfin ils doivent te demander l'autorisation, ou en tout cas le référent, j'imagine. Oui, mais enfin, bon, disons qu'il était vraiment assez exceptionnel qu'on n'accepte pas la sortie. Voilà. Et d'un autre côté, tu fais aussi entrer le dehors dans l'hôpital, c'est-à-dire que je crois que tu organises des concerts, des fêtes, voilà. Et donc tout ça met évidemment une certaine animation, une certaine joie, j'imagine, chez les uns et chez les autres. Et bon, à cette époque-là, on ne parle pas encore de choses aussi fortes que le mot évaluation ou recherche de résultats. Donc subjectivement, qu'est-ce qu'il en est des patients? Est-ce que tu avais l'impression qu'ils allaient mieux, tout simplement? Est-ce que tu avais l'impression que, en ayant mis cela en place, il y avait quelque chose quand même qu'on peut appeler une amélioration? Je n'oserais pas dire ça. Je pense qu'ils étaient plus heureux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils allaient mieux. D'accord. Mais d'un on point ne de peut vue pas de leur mesurer maladie mentale. le bonheur, ça on va... Mais c'est l'impression que tu avais. Ah oui, il y avait nettement Quel était leur plus de témoignage? joie. Mais cela ne veut pas dire que, d'un point de vue évaluation, je pourrais me permettre de prétendre que ça a amélioré l'état mental, que ça a raccourci les épisodes de décompensation. On était une famille. C'est en ça que ton projet se rapprochait au fond de la psychiatrie communautaire. C'est-à-dire il y avait Oui, un sentiment d'appartenance à il y avait un ton sentiment institution. d'appartenance à la salle 47. Mais moi, je n'ai jamais voulu faire de la psychiatrie communautaire. Donc je n'ai jamais eu envie de mettre ce mot-là ou de définir ce qui se passait par de la psychiatrie communautaire. Il y avait bien entendu des réunions de patients parce que c'était aussi à la mode. Mais ce qui me paraissait plus intéressant, c'est de voir ce qui se passait entre les patients et les gens de l'extérieur
à l'occasion des événements et des happenings. Oui, ça c'est un point vraiment essentiel qui est apparu lors de nos entretiens préparatifs. C'était ta rencontre avec les mêmes patients qui séjournaient à ton unité ou dans les autres, dans d'autres endroits. Et tu disais, ces gens étaient vraiment tout à fait différents dans le contexte de la salle et dans le contexte d'aller boire un verre au café ou d'aller au cinéma ou d'aller à une Oui, réunion. donc à la même époque, il était assez courant qu'on invite des personnes hospitalisées à participer à des réunions à l'extérieur, qui étaient des réunions informelles, organisées par un groupe de gens dont beaucoup émanaient de la psychologie, étaient des sociologues, des gens du monde de la culture, et qui réfléchissaient sur la place de la psychiatrie dans le monde et la place de la psychiatrie dans notre société, et qui réfléchissaient en essayant d'inclure dans la réflexion des personnes qui avaient vécu la psychiatrie de l'intérieur. Et donc, certaines des personnes que je voyais, que je rencontrais à l'hôpital, qui présentaient des comportements assez bizarres, à certains moments, me donnaient l'impression de se normaliser comme par enchantement à partir du moment où ils étaient en dehors de cet hôpital, où ils participaient à une discussion avec d'autres personnes qui ne les identifiaient pas comme le schizophrène de service, mais comme un être à part entière. Et donc ça, ce sont des choses. J'avais aussi, de temps en temps, je sortais avec des patients, on allait boire un verre, on faisait des activités en dehors. Et j'ai souvent remarqué qu'une fois la porte franchie, le comportement des gens changeait. Ils n'étaient plus censés être au jardin zoologique, ils étaient censés être dans un endroit où on se comporte comme tout le monde, et ils le faisaient. Ce qui n'a de nouveau rien à voir avec la négation de la maladie mentale. Oui, c'est ça qui est subtil. Hein. Donc, qu'il y avait dans le fin fond d'eux une souffrance qui ne parvenait pas toujours à gérer comme tout le monde, ça c'est une chose que je n'ai jamais niée. Mais qu'une série de leurs comportements aberrants était induits par l'hospitalisation en tant que telle, ça me paraissait assez évident. Et est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin et dire ce qui dans l'hospitalisation, produisait cela? Puisque, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la structure architecturale, quelque chose dans le discours qui était tenu sur ces patients, quelque chose dans le rapport avec le nursing? Qu'est-ce qui pouvait causer ce rapport particulier? Je pense que c'est le problème de toute institution, ça n'est pas que un problème de l'institution psychiatrique. Je pense que même à l'hôpital en médecine, des gens apprennent à se comporter différemment parce qu'ils sont en position horizontale et ils sont traités comme des incapables, comme des enfants. Ils finissent par se comporter en tant que tels. Et donc en psychiatrie, naturellement, puisqu'ils étaient hospitalisés en psychiatrie, ça signifiait qu'ils étaient fous. Et donc à la limite, ils étaient autorisés à se comporter comme des fous. À partir du moment où ils n'étaient plus en psychiatrie mais dehors, ils n'étaient plus autorisés à se comporter comme des fous. Donc je pense que c'est plus lié à l'étiquette qu'on met sur soi et que les autres mettent sur vous. À partir du moment où vous êtes dans un certain contexte, étiquette qui fait que il y a une induction de troubles du comportement ou d'un autre comportement qu'on ne s'autoriserait pas à avoir dans une situation normale. On vit un peu la même chose en prison. Hein. À partir du moment où les gens sont emprisonnés, incarcérés, ils reçoivent l'étiquette comme quoi ils sont psychopathes, sociopathes,
agressifs, dangereux, ils ont déjà beaucoup moins de bonnes raisons de se comporter gentiment et normalement que lorsqu'ils sont en dehors. Donc, tu ne nies pas, tu l'as déjà dit, la maladie mentale, tu ne sors pas de ton rôle de psychiatre, pas du tout. Hein, tu continues à penser que ces gens-là ont besoin d'aide, de soins, de traitement, tu ne vas jamais lâcher. Mais ce que tu essayes de traiter, c'est la question du pouvoir ou de l'autorité. C'est pas tellement là-dedans la question du pouvoir et de l'autorité que la question de l'institutionnalisation. L'identification par autrui. On est obligé de s'identifier comme malade mental quand on est à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique. Et cette identification, cette étiquette qu'on reçoit et à laquelle on s'identifie, pousse ou force à plus de folie qu'on en a en soi ou qu'on se permettrait d'extérioriser sinon. Oui, mais enfin, on a parlé tout à l'heure, j'ai utilisé ça en guise d'entrée en matière, du souci de l'autre. Il y a un terme qui revient dans tout ce que tu as écrit. C'est très difficile de trouver un texte à toi où ça ne figure pas. C'est la notion de respect. Tu reviens tout le temps sur cette notion, respect de l'autre. Oui, Philippe, mais l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Donc, je ne suis pas en train de prétendre qu'à l'intérieur de cette salle 47, ou des autres salles par la suite, que du personnel n'émanait pas un respect pour ses patients. Ce que je prétends, c'est que du personnel émanait le fait que eux étaient les infirmiers, ou les psychiatres, ou les psychologues, de ces fous. Je pense que la question du pouvoir et du non-respect de par le pouvoir qu'on s'octroie peut se poser autant en individuel qu'en institution. C'est pourtant sur ce Donc je point-là... pense que c'est un point extrêmement important. Oui, Mais en institution, il y a un facteur de multiplication de cet effet-là. Il y a une désindividualisation, fût-ce que parce qu'il y a les règles institutionnelles à respecter. Et donc ça va au-delà de l'absence de respect réel qu'on rencontre tout autant dans des services ambulatoires que dans des services hospitaliers. Donc je crois qu'il s'agit quand même encore d'autre chose. bien entendu. Alors, pour poursuivre notre parcours historique, on va passer alors à la chance que tu as avec la démolition du vieux Bruckmann et la reconstruction des salles telles qu'elles existent aujourd'hui, à pouvoir réaliser ton projet, c'est-à-dire à essayer de produire une salle de psychiatrie où tu appliques tous les principes que tu as réfléchis, que tu as tenté de mettre en place en salle 47. Et c'est la fameuse salle 40. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette époque-là, de sa création et des résultats que tu obtenais? Oui, donc entre-temps, nous sommes quand même en 84, hein, donc ça fait un bon Oui, bout 14 ans d'années se plus sont tard. écoulés. Donc je n'oserais pas dire que la salle 40 est l'application, la mise en œuvre de tout ce que j'avais accumulé d'un point de vue pratique et théorique lors de mon long séjour en psychiatrie. Mais que c'est plus le produit de mes longues années de garde et de responsable de la garde psychiatrique à Bruckmann et à Saint-Pierre qui m'ont fait me dire que souvent nous étions face à des personnes qu'on ne pouvait décemment pas renvoyer chez eux compte tenu de l'état de crise dans lequel ils se présentaient à la garde. Mais que l'alternative qui consistait à les institutionnaliser avec tout ce que ça signifiait à l'époque. Donc à l'époque quand même, rappelons que quand une personne entrait à l'hôpital,
Elle était en observation durant 5 jours, en pyjama. Et que ce n'est qu'à partir du 6e jour qu'elle pouvait remettre ses vêtements, quand on avait eu bien l'occasion de l'observer durant 5 jours. Donc, toutes ces choses qui participaient au phénomène institutionnalisation en psychiatrie, toutes ces choses me paraissaient relativement négatives pour l'aller mieux du patient, tout à fait inutiles, et des prolongations de séjour, ou induisant des prolongations de séjour, inutiles. Donc la combinaison de, à certains moments, il n'y a pas d'autre réponse qu'une hospitalisation à proposer pour quelqu'un qui est en crise et en décompensation. Mais fonctionnons autrement et essayons de trouver, en ayant les 5 jours, la réponse adéquate pour cette personne à l'extérieur. Et comme tu le dis si bien, la modification de l'Institut, architecturalement, permettait la création d'un centre de crise. Je suis parti avec l'aide de quelques assistants, quelques collaborateurs, dans la mise en place de ce centre de crise, qui fut donc 40 et qui a fonctionné 4 ans. Mise en place d'un centre de crise où nous avons donc, durant 4 ans, accepté le tout venant, maintenu une moyenne de séjour de 5 jours, avec aucun membre de personnel supplémentaire, et qui est resté ouvert jusqu'à épuisement du personnel. Oui, alors précisément, ça c'est quand même l'originalité particulière de ton service. Donc je vais encore te parler de ta capacité à ne pas être autoritaire ou à ne pas mettre en avant, disons, un modèle hiérarchique, puisque tout le monde était à égalité dans ce service, si je me souviens bien. Chaque membre du service prenait, au fur et à mesure des entrées, en charge le suivi des patients. Nous étions dans une situation où il fallait innover des systèmes de fonctionnement pour pouvoir effectivement réaliser ces prises en charge rapides et totales de patients qu'on hospitalisait. Donc je crois qu'à l'origine, l'unité disposait de 20 lits et de 3 médecins psychiatres. Il est évident que s'il fallait confier ces 20 patients en ayant une moyenne de séjour de 5 jours au seul psychiatre, c'était une impossibilité concrète, matérielle. Et donc très vite, nous avons imaginé un modèle dans lequel tout le personnel de la salle, donc infirmiers, psychologues, psychiatres, infirmier social, assistant social, prenait en charge un patient de fond en comble, du début jusqu'à la fin de son séjour, posait le diagnostic, proposait le traitement, voyait la famille, prenait les contacts avec les médecins généralistes ou autres thérapeutes de la personne à l'extérieur et imaginait avec elle des solutions de sortie. Mais malgré que tu t'en défendes tout le temps, tu admettras quand même avec moi que là, tu touchais à la structure pyramidale de l'hôpital. Là, je ne m'en défends pas, là, j'ai vraiment touché à la structure pyramidale. On considère que le psychiatre est le patron. Oui, donc ça, c'était terminé, ça, c'était fini, le psychiatre n'était plus le patron. Il y avait une réunion de service tous les jours de 8h30 à 9h30 où chacun qui avait en charge un patient présentait le cas de son patient. L'ensemble du staff faisait les commentaires et on cheminait. Et on acheminait le plan de traitement et les solutions proposées. Ce qui, à mon avis, vu de l'extérieur, a été le plus difficile à faire admettre,
ça n'était pas tellement qu'on confiait à des infirmiers psychiatriques ou à un assistant social la prise en charge totale d'un patient, mais c'est que ce système impliquait que chacun des membres du service, donc les deux assistants et moi inclus, se répartissaient les tâches de nursing, puisqu'il fallait non seulement que tout le monde puisse prendre en charge les patients, mais que les tâches de nursing soient également redistribuées. Donc à tour de rôle, nous étions une personne en charge du nursing, donc une personne qui distribuait les repas, qui distribuait les médicaments, qui voyait si les chambres étaient en ordre ou pas, qui éventuellement balayait le couloir. Et donc, je me trouvais 2 fois par semaine en tant qu'infirmière dans la salle. Oui, je comprends, Micheline, pourquoi tu parles d'épuisement, parce qu'il me semble quand même que quelque chose qui te caractérise, c'est que même si, disons, tout le monde était équivalent dans le système de prise en charge, il me paraissait évident que le psychiatre et toi, comme chef de service, gardaient la responsabilité, même si tu faisais suffisamment confiance à ton équipe pour la déléguer. Mais je pense que tu ne cédais pas un pouce sur ta responsabilité finale de toute l'opération. Je n'ai jamais cédé un pouce sur ma responsabilité finale de l'opération. Je pense que quand j'ai parlé épuisement, cet épuisement était réel. Parce que bon, ce type de fonctionnement-là, avec la moyenne de séjours que nous avons réussi à garder, et le fait que nous avons dû faire du bon travail, parce qu'on n'a eu aucun accident, ce qui est quand même assez exceptionnel en psychiatrie. Ce travail a nécessité de la part de chacun un investissement personnel important. Et je pense que les gens ont maintenu leur investissement en étant sûrs qu'ils allaient atteindre leur objectif, c'est-à-dire un élargissement du personnel. Et 4 ans plus tard, nous n'avions toujours personne en plus. Oui, mais il y avait un autre problème qui est peut-être pour beaucoup dans la disparition de ce type d'expérience. Je vais citer ton propre article que tu as écrit à l'occasion de cette conférence sur le travail de la crise à l'épreuve de l'urgence, ça date de 87. J'explique le contexte. Tu prends le souci, néanmoins, de dire qu'il s'agit bien de crise psychiatrique. Donc tu exclus, a priori, de ton service ce que tu appellerais les crises psychosociales ou les crises relationnelles. Enfin, tu prends les vrais cas psychiatriques. Et donc, malgré que tu écrèmes, disons, cette population, tu constates quand même que presque la moitié, plus de la moitié, je pense, des patients qui viennent à ton centre de crise sont des patients qui sont dans une situation socio-économique extrêmement défavorable. Et tu as, au paragraphe 4, un bilan critique, tu dis « L'admission de patients désavantagés socialement implique que dans bon nombre de cas, leurs frais d'hospitalisation ne seront pas supportés par l'extérieur. » Au fond, tu acceptes des patients dont on n'est pas sûr qu'on va avoir un remboursement de leurs frais de séjour. Et tu conclus ton article par cette jolie conclusion. L'implantation d'un centre de crise proche de l'endroit où se présentent les patients, donc proche d'un service de garde hospitalier, a certainement des avantages. L'institution psychiatrique et l'hôpital n'en répondent pas moins à des normes et à des besoins qui pourraient bien être en antinomie avec ceux d'un centre de crise. Est-ce que tu penses que ce sont donc des facteurs économiques, des facteurs gestionnaires qui mettent fin à de telles expériences ? Dire oui serait probablement donner une réponse simplificatrice. Je pense que ça a joué un rôle. Bon, il faut te dire aussi que l'hospitalisation en crise, une population psychiatrique en crise, cela signifie aussi beaucoup de dégâts dans la salle. Ça signifie 3-4 personnes fort agitées qui éventuellement démolissent certaines choses. Donc il y avait la réputation qu'à 40, il
y avait beaucoup plus de réparations à faire. Et que le fait que notre turnover patient était très élevé ne permettait pas de considérer que nous signifions, nous étions un bénéfice pour l'hôpital, compte tenu du coût des réparations à effectuer, par exemple. Pas mal de nos patients, effectivement, n'avaient pas de mutuelle en règle, n'étaient pas capables de payer eux-mêmes leur séjour, et donc cela impliquait un manque à gagner pour l'hôpital. Et là, nous sommes fin des années 80, nous débutons l'ère de la psychiatrie managériale. Nous commençons à devoir réfléchir au fait qu'il faut être productif, il faut gagner de l'argent, il faut que l'argent rentre à l'hôpital. On n'est pas un service social, n'est-ce pas, madame? Savoir si on n'a pas eu ce que moi aussi j'avais quand même espéré obtenir, une reconnaissance de l'INAMI avec une augmentation de la capacité en personnel pour cette unité de crise, uniquement pour des raisons socio-économiques, j'en doute. Je pense qu'à l'intérieur de l'Institut, les autres psychiatres ne voyaient pas nécessairement d'un bon œil le fait qu'on casse la pyramide hiérarchique. Je pense qu'on ne voyait pas d'un bon œil que le docteur Rouland passe du temps à balayer le couloir ou renouvelle l'eau des fleurs de Madame X. Je pense que les autres infirmiers ne voyaient pas d'un bon œil que les infirmiers de la salle 40 étaient les thérapeutes des patients dans leur salle. Donc tout ça a suscité un ensemble de critiques et de tensions qui expliquent que probablement il n'y a pas eu une extraordinaire bonne volonté à appuyer l'expérience. On va devoir s'arrêter, faute de temps, sur l'expérience hospitalière. Je voudrais qu'on revienne brièvement sur une série de mouvements qui ont des noms assez folkloriques dans lesquels tu as été impliqué, le GERM, le GIA, mais on va peut-être s'arrêter au plus important d'entre eux, qui existe toujours. Lui, c'est l'autre lieu que tu as fondé. Est-ce que tu pourrais dire en quelques mots l'idée de départ et comment tu l'as développée? Mais l'idée de départ émane de ce que nous avions déjà discuté tout à l'heure, le fait que quand les gens ne sont pas dans une institution où ils sont préautorisés à être fous, mais quand ils se trouvent dans un milieu normal, ils se comportent différemment. Cette idée ou ce constat a donné lieu à certains moments, quelqu'un va mal, ne tient pas le coup chez lui, dans sa famille, pour une série de raisons, aurait donc besoin de pouvoir être accueilli ailleurs, mais cet ailleurs ne doit pas nécessairement être un hôpital psychiatrique. Donc cette idée-là s'est concrétisée fin des années 70. Nous sommes déjà plus loin de 68, mais nous sommes encore dans une période que j'appellerais de générosité, où le commun des mortels est prêt à envisager d'ouvrir sa porte et d'accueillir des gens. Et donc l'autre lieu au départ est un service qui doit faire prendre contact à des personnes désireuses d'accueillir quelqu'un qui est en difficulté à un moment donné, des personnes qui, elles, sont en demande d'accueil. Donc ça n'est pas du tout un service psychiatrique, c'est un service de mise en contact des uns avec les autres. Ce qui permettait en même temps, pour le recrutement de ces lieux d'accueil,
de faire un certain travail de conscientisation dans la population sur ce qu'implique et signifie l'enfermement en psychiatrie, sur la solidarité de la société avec ceux qui sont malades et sur l'importance de s'ouvrir à celui qui est différent. Ce qui me paraît important dans ce genre de projet, c'est pas la première fois que ça revient dans notre conversation, c'est l'importance cruciale de la société civile. Oui. C'est-à-dire que au couple psychiatre ou médecin malade s'ajoute plus qu'un observateur civil, un intervenant civil. Je suis très contente d'entendre dire que s'ajoute. Parce que c'est effectivement ça. On n'a jamais non plus avec l'autre lieu voulu dire les psychiatres c'est inutile, les psychothérapeutes c'est inutile. On a plutôt voulu dire on peut comprendre qu'à certains moments le maintien de quelqu'un dans sa famille d'origine est contre-productive, soit pour la famille d'origine, soit pour le quelqu'un. Essayons de le faire accueillir par des citoyens comme tout le monde, ce qui n'empêche pas le quelqu'un de suivre un traitement par ailleurs. Mais effectivement, l'implication de la société civile dans la prise en charge de ceux qu'on appelle les malades mentaux m'a toujours paru essentiel. Oui, au fond, tu ne laisses pas un psychiatre seul face à un malade mental. Il ne s'agit pas que du psychiatre. Je n'aime pas laisser seuls les soignants face à un malade mental. Je pense que l'intervention de bon sens de Monsieur Tout-le-Monde est extrêmement riche. Une des raisons pour lesquelles nous avons réalisé cette série d'entretiens est de pouvoir nous donner l'occasion de poser à nos invités cette question importante qui est le regard qu'ils ont sur la psychiatrie d'aujourd'hui. Alors quel est le tien ? Je dirais qu'il n'est pas très positif à première vue, mon regard sur la psychiatrie d'aujourd'hui. J'ai l'impression que dans la psychiatrie d'aujourd'hui, on essaye de plus en plus de réduire les malades, les patients, à la somme de leurs symptômes. Alors je pense que ce que j'ai moi voulu transmettre, c'était l'inverse. C'est qu'aucun individu n'est la somme de ses symptômes. Il est d'abord lui, il est unique. Il a ses fragilités et ses forces. Il a ses défauts, il a ses qualités. Et il a éventuellement un certain nombre de symptômes d'une pathologie mentale. Mais pour le prendre en charge, il est inutile de nier l'existence de ces symptômes, mais il est indispensable de d'abord écouter la personne pour essayer de voir avec elle qui elle est. Et j'ai plutôt le sentiment que nous avons tendance actuellement à aller en sens inverse, où je vois l'inclusion d'individus dans des programmes préétablis pour eux, et je me demande quelle est la place qu'on leur laisse à eux pour s'y retrouver dans l'ensemble des arsenaux thérapeutiques qu'on met en place pour leur symptomatologie. Micheline, j'ai l'impression qu'on pourrait encore parler pendant des heures, qu'on a fait qu'effleurer certains sujets, on n'a pas pu en aborder d'autres tellement importants. Donc on se fixe rendez-vous, j'espère, pour une prochaine fois. Il me reste à te remercier beaucoup pour cet entretien et te dire à bientôt. C'est moi qui te remercie, Philippe, pour toutes ces questions. À bientôt, donc.
Micheline, je pense qu'on ne peut pas ne pas aborder l'autre grand mouvement dans lequel tu as été impliqué, qui est ce qu'on appelle le mouvement anti-prohibitionniste. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es retrouvé et la place que tu y as prise? Comment je m'y suis retrouvé? Là, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui ont joué un rôle. Un des facteurs a été que j'ai également travaillé durant 7 ans comme médecin anthropologue en prison. Donc j'étais la psychiatre de la prison à Dendermonde. Et là, nous parlons de la fin des années 70. Et à l'occasion de mon mandat comme psychiatre à Dendermonde, je me suis retrouvé un jour confronté avec 7 nouveaux admis qui étaient des personnes, je dirais comme tout le monde, qui avaient tous un boulot, qui avaient commis comme seul et unique délit d'avoir fumé un joint 2 ans avant dans un bistrot hippie à Alost. Et donc, puisqu'ils avaient fumé un joint, ils étaient passibles de prison. Et tous ces gens particulièrement bien intégrés se retrouvaient subitement en tôle, avec effectivement des problèmes familiaux énormes, puisque personne ne comprenait pourquoi ils avaient été arrêtés, et avec pour certains d'entre eux le risque de perdre leur boulot après. Donc ça m'avait à l'époque déjà un peu secoué. Ce qui m'a surtout permis de m'engager à fond dans l'antiprohibition, c'est justement l'unité 40, centre de crise, où nous hospitalisions beaucoup de toxicomanes et beaucoup de personnes dépendantes à l'alcool ou aux médicaments, quitte à devoir prévoir des séjours à plus long terme dans d'autres unités pour eux. Et la fréquentation des alcooliques et des toxicomanes m'a fait découvrir assez vite que c'est toujours très très difficile de sortir d'une dépendance. Qu'il ne faut pas seulement le vouloir, qu'il faut encore le pouvoir. Mais que c'était encore beaucoup plus compliqué de sortir d'une dépendance à des produits illégaux. Parce qu'une dépendance à des produits illégaux avait entraîné un ensemble de facteurs désocialisants en plus, voire des interventions policières, judiciaires, qui compliquaient tout pour la personne. Et que donc la plus grande difficulté de sortir d'une dépendance à l'héroïne n'était pas tellement liée à la molécule de l'héroïne par rapport à la molécule alcool, mais plus liée à l'ensemble des facteurs produits par la prohibition du produit. Et donc à partir des années 85-86, je me suis fort intéressé à tout ce qui se passait dans le monde des politiques en toxicomanie. Je me suis beaucoup baladé en Hollande. J'ai rencontré beaucoup de responsables des politiques de la drogue aux Pays-Bas. Et petit à petit, je me suis vraiment convaincu que la prohibition de certains produits était un non-sens total d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue protection de la personne qui risque de devenir dépendante de ces produits. Et donc je me suis engagé dès 1987 dans la Ligue internationale, puis par la suite en Belgique, dans Liaison antiprohibitionniste. Que tu as fondé. Que j'ai cofondé, oui. C'était avec qui? À l'origine avec Anne Krivine, entre autres, une avocate, Daniel Debeer, avocat, Éric Picard, psychiatre, Yves Cartevels, juriste, criminologue, Isabelle Picard, psychologue. J'oublie certainement des gens. Mais bon, c'était un groupe de personnes. Il y avait beaucoup d'avocats. Il
il y avait beaucoup d'avocats, il y avait beaucoup de psychiatres, c'est-à-dire il y avait beaucoup de gens qui au quotidien étaient en contact avec des personnes dépendantes ou des consommateurs de produits qui avaient affaire avec l'instrument justice et qui considéraient que les interventions judiciaires en ces matières étaient tout à fait non productives. Donc ça, c'était un véritable engagement politique. Mais il y avait aussi sur le plan pratique, qui ne t'échappe évidemment jamais, cette particularité que tu avais d'accueillir des toxicomanes. Parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, la plupart des services psychiatriques refusaient les toxicomanes. On ne considérait pas que c'était une pathologie psychiatrique comme telle. Ou alors, dans certains services, il y avait un quota. Et salle 40, est-ce qu'il y avait un quota? Non, il n'y avait pas de quota chez moi. Il n'y avait pas de quota, mais les quotas s'introduisaient tout seuls. C'est-à-dire qu'on accueillait les toxicomanes. Mais on a toujours eu un discours relativement clair et limpide avec eux, qui était de l'ordre de « vous restez si vous êtes réellement motivé de rester, et on vous aidera à trouver des solutions thérapeutiques éventuelles. » Donc, au fond, le toxicomane ne se traite pas par principe, mais a le droit à des soins s'il le demande. S'il le demande, il a aussi le droit, pas de soins, s'il le demande. S'il le demande aussi. Il a le droit de rester toxicomane. Exactement, oui. Et enfin, ça me paraît quand même un point très important, puisque tu as contribué d'une certaine façon, pourrait-on dire, à la remédicalisation de la toxicomanie, en étant une des premières à utiliser des traitements de substitution. À l'époque, qu'est-ce que tu utilisais comme produit? Les traitements de substitution, c'est une histoire fluctuante. Moi, j'ai commencé à traiter des toxicomanes à l'héroïne dans les années 70. Et à ce moment-là, on chantait méthadone. Ah, déjà? Oui, là, on chantait vraiment méthadone. À cause de Vincent Dole et de son expérience à cause de l'ensemble des publications américaines, que Jacques Flamand suivait d'ailleurs de très près, et dont il m'envoyait des copies régulièrement. Et puis, je ne sais pas, je ne sais plus si c'est parce que je commençais à douter moi-même de l'efficacité de ces traitements, ou si une fois de plus l'air du temps a joué. Je pense qu'il y a des deux. Je n'avais pas l'impression d'être très opérante avec la méthadone. Et puis petit à petit, les parquets s'en sont mêlés, l'ordre des médecins s'en est mêlé. Et il y a eu une longue période où il était hors de question de prescrire des produits de substitution aux toxicomanes. Il y avait un seul mot d'ordre, c'était l'abstinence. Et si on prescrivait de la méthadone, c'était en décroissance rapide pour arriver à obtenir l'abstinence. Ça aussi, ça marchait vraiment pas des masses. Et puis dans les années 90, est revenue la possibilité des traitements de substitution. Un petit peu parce qu'il y a eu un réalisme politique aussi qui a fait que on a considéré qu'il fallait pouvoir offrir à ceux qui voulaient arrêter l'héroïne. Oui. Le concept à ce moment-là, c'était la réduction des risques. Oui, mais ça commençait à être la réduction. Mais toi, tu voulais aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que pour toi, il était possible de réduire encore les risques plus en prescrivant de l'héroïne, par exemple, ou en la laissant... Mais je n'ai jamais prescrit d'héroïne, je n'en avais pas la Non, possibilité. bien entendu. Enfin, c'était un objectif. Donc pour moi, il est évident que je n'aime pas la notion prescrire de l'héroïne. Donc pour moi, dans l'antiprohibition, cela signifie qu'on légalise l'ensemble des produits et qu'on donne la possibilité aux gens de consommer de façon intelligente ce qu'ils veulent consommer. Voilà. Et de tout à fait démédicaliser. Et je pense que ça il n'y a aucune raison de médicaliser ça. Au fond, la médicalisation de la toxicomanie, c'était une période ou un passage. C'était conçu comme ça. Donc, je pense qu'on est en train de mélanger des concepts, là, de mêler des concepts. De médicaliser une toxicomanie a un sens, dans la mesure où je crois qu'une toxicomanie, c'est quand même un état de non-santé. Et donc je pense qu'il n'est pas contre-productif de prendre
traitement quelqu'un qui développe une toxicomanie, que ce soit à l'alcool ou à la morphine ou à la cocaïne. Je pense que médicaliser la consommation de produits est un non-sens. Parce qu'il y a plein de gens qui consomment des produits de façon tout à fait raisonnable et qui n'ont pas besoin du tout d'être médicalisés pour autant. Donc je ne me vois pas prescrire du cannabis. Voilà. Mais je trouve que le cannabis est un produit qui, comme tout autre produit psychotrope, devrait pouvoir être accessible à ceux qui désirent l'utiliser.